Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Les 6 piliers pour le relèvement de la nation, 63 ans après l'indépendance, horizon 2030. Mesdames et messieurs, la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo organise 2 jours de conférence autour de cette thématique. Elle va l'orienter autour de plusieurs panels et plusieurs piliers, parmi lesquels le pilier religieux, le pilier politique, le pilier éducation, le pilier économique, ainsi de suite. Alors, comment l'Église du Christ au Congo pense proposer le relèvement de la nation 103 ans après l'indépendance? C'est l'objet de notre émission du jour, sans oublier que nous parlerons également des questions d'actualité de l'heure qui s'imposent, notamment le processus électoral qui est en cours avec la convocation du corps électoral. Je reçois le pasteur, le révérend pasteur Éric Senga. Vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo et puis secrétaire général de la Commission Justice. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Dan. Vous allez bien, je l'espère. Oui, ça va très bien, pasteur. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous recevoir. Alors, pasteur, que comptez-vous proposer à l'État 63 ans après l'indépendance autour de cette conférence? Merci beaucoup. Je pense que lors du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo en février dernier, l'Église avait donné une orientation très claire sur sa vision sur le pays, notamment, et le président national de notre Église est revenu par plusieurs fois. Je crois qu'il y a quelques années, il parlait déjà sur ce que devrait être le rêve collectif des Congolais en marge de la symbolique de l'indépendance. Vous savez que l'indépendance consacre non seulement la souveraineté nationale, mais aussi internationale. Aujourd'hui, notre Église, dans sa mission prophétique, les gens pensent que la mission prophétique se limiterait à dénoncer, à critiquer. Et c'est malheureusement, parfois, c'est pris pas des bonnes façons. Vous voyez, aujourd'hui, les pays ils semblent être déjà divisés au niveau des opinions. Nous avons ce qui s'apparente à des guerres entre parfois l'Église et l'État, ce qui rend un peu tendu les rapports entre Église et État. L'ECC, dans sa sagesse, voudrait aller dans une nouvelle perspective, la perspective des proposer un cerveau collectif qui pourrait mettre en place ce qu'on qualifierait d'un essai du plan Marshall pour le Congo. C'est comme ça que nous disons horizon 2030. La difficulté, c'est que dans notre pays, on aime toujours aborder des questions de manière conjoncturelle. C'est quand il y a un problème, on commence rapidement à vouloir recoller les morceaux, chercher des solutions, des façades. On n'est pas profond dans les analyses de la situation et on n'est pas pertinent dans les propositions y afférentes. Par conséquent, nous tombons sous les coups des pesanteurs culturelles, ethniques, tribales, et parfois même de la religiosité déstructurée, où la religion elle-même ne joue plus son rôle d'éclaireur, de veilleur des consciences. La religion devient parfois l'instrument auquel recourent les acteurs politiques pour un positionnement ou un autre. L'ECC dit non. En tant qu'Église, elle est porteuse de la vision prophétique de la nation. Voilà pourquoi nous voulons proposer ce que nous appelons jusqu'à ce jour le plan Marshall. L'idée, c'est de dire, depuis 1885, où on a pensé, où on a décidé de délimiter l'espace géographique de ce qu'on va appeler plus tard le Congo, à Berlin, notre pays n'a pas encore été un État pensé. Si vous lisez l'histoire, la plupart des grandes nations ont pris les tournants décisifs de leur histoire à partir des révolutions. On parle des révolutions françaises, on parle des révolutions américaines, on parle de tous ces gens. Mais le Congo a manqué des grands rendez-vous de l'histoire qui devraient donner un point de départ à son paradigme de réalisation. Voilà pourquoi nous saisissons encore une fois ce 63e anniversaire pour dire, n'est-il pas important pour que l'élite intellectuelle s'asseye et pense le Congo sur la base
d'un plan Marshall. Pasteur, il y a cette épineuse question qui revient souvent et elle revient souvent quand on voit l'Église prendre position sur les questions politiques, les questions de société. On se pose la question, quelle est la mission finalement de l'Église dans la nation? N'est-ce pas seulement d'évangéliser pour la vie éternelle, ou bien l'Église peut aussi prendre position? Parfois, on vous apparente à des partis politiques. Est-ce que l'Église peut-elle prendre position sur les questions politiques? La réponse à cette question exige que nous réqualifions les concepts Église. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Église, parfois on la confond avec un rassemblement, une communauté de croyants. Voilà pourquoi tous les spécialistes, les théologiens en l'occurrence, je ne peux pas citer Jean-Marie Carrière, qui parle du politique à partir de la Bible, c'est-à-dire les Deutéronomes, il fait découvrir c'est que la substance du discours politique de l'Église. L'Église est à la fois mouvement et institution. Nous, comme Église protestante au Congo, nous sommes une institution ecclésiastique qui repose sur une doctrine, la doctrine chrétienne basée sur la Bible, mais avec des missions claires. Nous avons la mission évangélisatrice, à laquelle vous faites allusion, qui consiste à prêcher l'évangile, à amener au ciel et tout ce que vous voulez. Il y a la mission diaconale qui consiste à rendre service à la société de manière à pousser les développements. Nous avons la mission éducationnelle où vous avez tout ce qui rentre dans les termes de l'encadrement de l'élite, que ce soit les écoles, les universités. Et nous avons la mission prophétique. Donc il y a 4 axes dans notre mission. La mission prophétique est celle qui consiste à donner le point de vue de l'Église sur les questions des sociétés. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 4, le verset 18, Christ est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les captifs, donner les recouvrements des vues aux aveugles et prononcer une année de jubilé. » Donc, quand vous rentrez même dans la christocentrie, dans la théologie Christ, ce passage biblique qui vous donne ce pouvoir d'opiner sur les questions politiques. Nous donne le fondement. Luc chapitre 4, le verset 18. Le plan triennal de Jésus, c'est-à-dire, c'est ça, il dévoile son programme d'action. Jésus, lorsqu'il veut commencer son ministère, il entre dans la synagogue, il prend les livres du prophète Ésaïe, l'a lu, et va commencer à dévoiler ce qui sera pour la suite son programme ou son plan d'action. Vous savez, même pour avoir un mandat, l'essence d'un mandat repose sur le plan, l'offre que vous amenez ou vous proposez. Jésus, avant de se lancer dans les ministères publics, il soumet l'offre, son plan ou sa vision d'action. Il dit, je suis là, l'onction est sur moi et voilà pourquoi je suis venu. C'est pour rendre libres les captifs, donner les recouvrements des vues aux aveugles, guérir le cœur brisé, mais aussi proclamer une année de paix ou une année de jubilé. Beaucoup ne font pas une lecture, une herméneutique un peu poussée sur cette question. Et nullement Jésus parle du ciel alors qu'il est venu lui-même et Matthieu va revenir pour dire le royaume des cieux est parmi vous. Donc, si vous lisez la théologie biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous allez trouver les fondements de la validité du discours théologique et politique de l'Église. J'ai cité ici Jean-Marie Carrière, qui, en Deutéronome 17, nous découvre ce que lui-même va appeler la théorie du politique dans le Deutéronome. Donc, déjà, depuis les Pentateuques, dans les Deutéronomes, vous trouvez la substance du discours politique. Donc, ces débats, je les comprends souvent au niveau de l'imaginaire collectif. Beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas à cerner les concepts d'église, mais aussi avec raison. Parce qu'il y a des églises qui sont églises, mais sans une théologie politique, sans une doctrine. La théologie politique vous donne ce pouvoir-là d'opiner sur des questions politiques, des questions de société et même de critiquer le pouvoir en place, allant même à dire que ce pouvoir ne mérite pas de poursuivre. Ce pouvoir est en train, parlant du processus électoral par exemple, pour dire qu'il y a comme une préparation à la fraude électorale. La théologie politique donne d'abord la validité universelle à l'Église en tant que telle de se prononcer sur des questions de société. Ça, c'est un. Maintenant, la question, comment ces discours théologiques ou les discours politiques de l'Église se contextualisent dans chaque société.
Les réalités de chaque société diffèrent de plusieurs paramètres. Oui. L'Église des États-Unis n'aura peut-être pas la même posture que l'Église du Congo. L'Église d'Égypte n'aura peut-être pas la même posture. Voyez-vous, donc le tout dépend du contexte dans lequel vit l'Église. Eric Fromm, qui est un grand théologien, qui dit « Jésus-Christ a porté le message en tenant compte de la situation sociologique de chaque peuple. Oui. » Donc, voilà, ça c'est un des deux. Est-ce que dès là, nous pouvons aller dans le sens de votre affirmation? J'ai dit, bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Lorsque nous parlons de la théologie politique de l'Église, il y a deux instruments. Le premier, c'est l'usage de la parole, c'est-à-dire le développement du raisonnement structuré. C'est ce qu'on appelle discours théologique. Donc, l'Église doit avoir une vision structurée sur la base des évidences et des valeurs cardinales. Quelles sont ces valeurs cardinales? La justice, la vérité, la paix, le droit. Toutes ces questions sont régentées dans la Bible. Les questions, Jésus et Dieu lui-même est le premier législateur. Alors même jusqu'à mettre en mal le pouvoir politique. Ça, c'est d'abord un. Sur le plan théorique, il faut s'assurer de la validité du discours politique de l'Église. Ça ne doit pas être un discours à tendance politicienne, c'est-à-dire la différence entre les discours politiques de l'Église et les discours politiques des politiciens, c'est au niveau des valeurs cardinales sur lesquelles reposent ces discours. Les discours politiques de l'Église visent la justice, la vérité, la paix, les droits de tous et chacun. Ça, ce sont des valeurs cardinales que nous retrouvons dans la Bible. Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, Christ revient sur la notion de la justice. Donc, quand l'Église présente son discours théoriquement parlant, on doit déceler dans ces discours le seul souci de la vérité, le seul souci de la justice, le seul souci de la paix, de l'unité et du bien-être, en bref, de la dignité humaine. Mais l'autre versant, c'est maintenant l'outil matériel. Pour nous, l'Église protestante, c'est la commission justice, paix et sauvegarde de la création qu'on m'a fait présenter comme responsable direct de cette commission. C'est cet outil qui organise l'action de l'Église sur les questions sociopolitiques. Voilà pourquoi vous trouvez par exemple que nous avons une mission d'observation électorale, puisque vous parlez de la question électorale. Cet outil permet à l'Église de se faire un jugement valable sur la question de la vérité lors des scrutins. Ce qui nous intéresse comme Église dans ce travail, ce n'est pas de dire qui va être gagnant, qui va être perdant. Ça, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire c'est les droits du peuple de se disposer, de choisir ses dirigeants. Mais nous, c'est de veiller à ce que l'expression de la volonté souveraine soit respectée. C'est ce qu'on appelle la vérité la vérité ou la crédibilité d'un processus électoral. D'accord, pasteur, vous étiez partie prenante à la désignation des animateurs de la CENI, le président particulièrement, et il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu le bureau qui a été installé, il y a eu cette guerre après. Est-ce qu'aujourd'hui, le fichier électoral qui crée la polémique, est-ce que selon l'ECC, ce fichier est fiable selon vous? L'ECC, pour cette question, d'abord, vous savez que l'ECC avait déjà pris de la hauteur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malentendus autour de la désignation des animateurs, mais comme Église, ensemble avec l'Église catholique, bien sûr, nous avions dit, nous dépassons cette question autour des animateurs, notamment le président qui devrait émaner de notre corporation, donc les confessions religieuses. L'idée ici, c'est de comprendre que les églises ou l'Église du Christ au Congo vise l'approche constructive dans la démarche de crédibilisation de notre processus électoral. Voilà pourquoi on a dit, ce qui nous divise, nous pouvons le mettre de côté, mais cherchons à reconquérir les consensus à partir des éléments restants. Et de ce point de vue, sur le plan opérationnel, je l'ai dit comme responsable de la mission d'observation de l'Église du Christ au Congo, nous avions pensé que l'audit du fichier électoral serait le moment idéal de reconstruire la confiance des parties prenantes. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous doutons de la qualité du travail de la CENI. Ce n'est pas non plus parce que nous voulons jeter les discrédits sur ce que la CENI fait. Mais c'est plutôt comme, parce qu'une mission d'observation électorale est aussi collaboratrice de la CENI dans la démarche de crédibiliser le processus électoral.
C'est à ce titre que nous avions dit à la CENI, nous avons demandé plusieurs fois, faites un audit externe, crédible, pour essayer de rassurer les parties prenantes. Qui est partie prenante? Les partis politiques qui sont dans la compétition, mais il y a aussi les observateurs que nous sommes. Mais à côté de nous, il y a la communauté nationale et internationale. Est-ce que la CENI vous a écouté quand vous avez dit de faire un audit de fichier crédible par un organisme externe? Est-ce que la CENI vous a écouté? Dans les agissements et les actes qui ont suivi, nous avons l'impression de ne pas avoir été écoutés. La CENI a mis en avant-plan les débats sur son indépendance, mais encore qu'il faut savoir, la CENI n'est pas une administration classique. L'indépendance de la CENI s'applique à elle-même aussi. Peut-être j'ouvre une parenthèse si vous le permettez. C'est différent du juge constitutionnel qui établit ses décisions sur la base de son propre jugement. Il n'a que sa conscience et la loi comme dernier recours dans son appréciation. Ça, c'est les juges constitutionnels. C'est pourquoi on l'appelle les juges du sacerdoce étatique. Mais le président ou la CENI en tant qu'institution est soumise elle-même au contrôle de ces lois. Parce que même le juge constitutionnel ne peut pas réécrire la Constitution dans son interprétation. Il interprète la Constitution à la limite de la volonté du constituant. Et le président de la CENI, son indépendance en question s'applique à lui-même. Parce qu'il doit s'assurer que les actes posés à la lumière de la loi et des bonnes pratiques les mettent à l'abri de tout mauvais jugement. Donc, il a tout intérêt de poser des actes. C'est comme ça qu'à côté des lois de l'arsenal juridique international et national, se trouvent ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Par exemple, sur la question de la transparence. Qu'est-ce qu'on appelle la transparence? La transparence, c'est cette capacité de mettre sur la place publique l'information en vue de la partager de la même manière à tout le monde. En termes clairs et simples, est-ce que le fichier actuel, audité par les 5 experts qu'a recruté la CENI, est-ce que cet audit est-il crédible? Est-ce que ce fichier vous rassure-t-il, vous, en tant qu'Église? L'appréciation de la crédibilité dépend de 3 choses. 1. Quelle est la qualité de l'organisme qui a fait ce travail? Parce qu'il en dépend, il en va de sa responsabilité d'endosser ce travail. Des 2, quels sont les mécanismes de contrôle mis en place pour s'assurer de l'indépendance du travail de cela? Troisièmement, quel est le délai matériel réparti à ce travail pour estimer l'efficacité et même la substance du travail? Donc, d'un point de vue clair, le CC estime que si nous respectons ce qui est fait, c'est l'indépendance, comme j'étais en train d'expliquer, mais il ne faut pas que la CENI tombe dans son propre piège en brandissant l'aspect indépendance. Cette indépendance ne signifie pas faire des choses à son gré qui ne seront pas légitimement acceptées par le souverain peuple. L'indépendance signifie seulement ne pas subir des pressions ou des pesanteurs des autres forces, mais nous restons à la fois dans la loi et dans les bonnes pratiques. Donc, en clair, le CC continue son plaidoyer pour dire si on ne sait plus faire un audit externe, faute de temps et tous les arguments qu'on présente, il faut alors une contre-expertise. Au stade actuel, il faut une contre-expertise. Il faut une contre-expertise parce que la finalité... Pourquoi une contre-expertise actuellement? Le fichier électoral est la matrice de la mécanique électorale. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. La CENI a déjà fait le fichier. La loi de répartition de sièges a été votée. Oui. Et vous savez qu'il y a des zones qui n'ont pas été enrôlées. La CENI a tenté de commencer le travail à Kwamouth, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'il y a encore de l'insécurité. Ma question, comment se passera les élections si jamais on arrivait à enrôler à Massissi, à Rutshuru, à Kwamouth et même ici à Maluku? La conséquence, c'est qu'on aura la répartition, mais sans électeurs. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Et au niveau présidentiel et au niveau législatif, c'est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Parce qu'en 2018, même si à Beni Butembo, ainsi qu'ici à Yumbi, on n'a pas pu faire l'élection présidentielle, j'insiste, mais on avait enrôlé. Les fichiers étaient complets. Aujourd'hui, ces fichiers est incomplet parce que les zones stratégiques
l'Est comme l'Ouest, ne sont pas enrôlés. Donc, on ne peut jamais aller aux élections avec ces fichiers car il est incomplet. Or, si la CENI estime qu'il est possible d'ouvrir les fichiers en complétant les données des zones non enrôlées, c'est que le travail ne peut pas s'estimer définitivement fermé. Donc, on peut améliorer un fichier électoral jusqu'à la veille des élections. Donc, ça, c'est un. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fini. La CENI peut toujours se rattraper. Mais, entre-temps, la loi sur la répartition des sièges a déjà été votée, même promulguée. Est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière? Rien n'est impossible, même quand une loi. La loi fixe les grands principes dans la répartition. Ce qui est fait politiquement peut déjà rester comme un décor. Oui. La loi peut avoir permis ce qu'on appelle l'architecture électorale. On a l'idée d'une architecture du corps électoral grâce à la loi des répartitions de sièges. Mais il y a des poches, il y a des vides, comme je l'ai dit, non pas à cause de la CENI, parce que c'était des contraintes sécuritaires. Et là, la CENI a une justification. Raison pour laquelle nous disons, au regard de plusieurs paramètres qui rentrent dans l'actuel processus, les consensus restent la voie royale. Ce n'est ni l'approche hautement technique, professionnelle de la CENI qui pourra résoudre le problème du processus électoral. Le consensus autour de qui exactement, pasteur? Le processus parce qu'au Congo... Le consensus autour de qui? Ne perdez pas de vue que le système électoral congolais est à la fois politique et technique. Vous ne pouvez pas parler des élections au Congo sans prendre en compte ces deux paramètres. Les consensus entre qui? Il y a deux niveaux de consensus. Un niveau est purement technique. Les éléments techniques sont ceux que nous donnons au niveau de l'observation électorale. Par exemple, quand nous avons signalé l'inexistence de certains bureaux identifiés dans la cartographie, mais non visibles sur terrain. On a déposé un questionnaire auquel la CENI a répondu, mais à la réponse de la CENI, il faut rappeler que tous les centres indiqués dans notre rapport qui n'ont pas été identifiés ne l'ont toujours pas été après vérification de la CENI. Il se pourrait qu'un centre soit situé à tel endroit. Et pour des raisons évidentes, indépendamment de la CENI, ce centre a été délocalisé vers un autre endroit. Qu'est-ce qu'on fait? En pratique électorale, on convie les acteurs, les parties prenantes pour passer l'information. C'est ça la transparence. On va dire, tel bureau était à tel coin, mais pour telle raison, il a été délocalisé. Quelle est la conséquence? Lorsque la CENI fait son estimation des nombres d'enrôlés, en fonction de sa cartographie, il y a un certain équilibre dans la répartition des enrôlements. Elle sait par exemple qu'à Gombe, nous attendons 800 000 enrôlés. Sur les 800 000, on a 2 centres. Du moment où un des centres n'a pas fonctionné au lieu indiqué, déplacé ou non opérationnel, ça déséquilibre les estimations de la CENI. Voilà pourquoi plus loin nous avions demandé que la CENI publie les résultats centre d'inscription par centre d'inscription et non province par province. Donc, ça c'est pour vous montrer sur le plan technique les questions qui doivent être vidées. Sur le plan politique, oui. Sur le plan politique, c'est des grandes options à lever. Par exemple, sur la question d'enrôlement des zones en proie d'insécurité, ce n'est pas de la responsabilité de la CENI, ce n'est même pas de la faute de la CENI. Ici, il s'agit, ce n'est pas non plus la faute du gouvernement. Par contre, il faut qu'ensemble, gouvernants, qui a la responsabilité de protéger en vertu du principe du droit constitutionnel, mais en même temps, du droit international, pardon, mais en même temps, c'est lui qui a la politique de la gestion de la nation, la société civile, les parties prenantes, nous pouvons réfléchir sur quelle option prendre pour enrôler, par exemple, les zones. Est-ce qu'au regard du calendrier, tout le monde veut les élections en 2023? Parce qu'il ne faut pas dire la chose et son contraire. On ne peut pas vouloir les élections en décembre 2023. En même temps, on complique les choses, que ce soit les opposants ou la société civile que nous sommes, ou alors la société, la majorité. Voilà pourquoi nous disons, ensemble, on peut dire, si le moment n'est pas indiqué, est-ce qu'on peut trouver une intelligence? Moi, je ne peux pas donner ici l'avis de l'ECC, mais je pense que c'est un avis qui doit se dégager à l'issue d'un consensus. Parce que laisser à la CENI la responsabilité de trancher sur cette question, on n'est pas en train d'aider la CENI. Cette compétence ne relève pas de la CENI. Parce que la CENI n'a pas le pouvoir de réguler la sécurité du pays.
La CENI n'a pas non plus la capacité et la légitimation de convoquer les décideurs de l'action politique du pays. Sinon, pasteur, dans les contextes actuels, si nous allons aux élections, quelles sont les conséquences que l'Église craint? La première et la plus grave, c'est que ça sera une élection exclusive. C'est-à-dire? Parce que quand on parle de l'inclusivité, j'ai l'impression que le narratif populaire reste au niveau des participants ou des acteurs politiques. L'inclusivité comme principe universel des élections démocratiques s'applique autant aux acteurs, c'est-à-dire aux élus, aux présumés élus, mais aussi aux électeurs. Il n'est pas autorisé d'exclure des électeurs qui sont des citoyens des droits et leur priver de leur droit de vote. Donc, il y aura déjà exclusivité parce qu'on n'aura pas toute la représentation nationale. Deuxième conséquence, on aura des équilibres sur la répartition de sièges. Nous risquons d'avoir des provinces sans sièges et d'autres augmentées de sièges. Ce qui va causer quoi? Je ne sais pas sur le plan technique. Troisièmement, ça risque de perdre la légitimation. Ça risque d'être une élection ou des élections sans légitimité. Parce que la légitimité, c'est aussi l'adhésion populaire ou l'acceptation populaire à l'issue des procédures acceptées par tous. Lorsque vous appliquez des procédures qui sont récusées par tous, n'oubliez pas que nous sommes dans une situation où une partie ne veut pas entrer dans le processus pour des raisons qui leur sont valables. Nous avons une bonne partie de la population qui est frustrée, déçue par beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça sera des élections dépourvues de légitimité. Par conséquent, ça peut créer des guerres civiles, ça peut créer des révoltes, ça peut créer les doutes sur la légitimité des institutions. Or, dans un contexte de sécurité fragile, des tensions dans les communautés, des tensions communautaires, comme on dit, entre tel coin et tel coin, et je crois que le moment n'est pas indiqué pour exposer le pays à un tel suicide. Pasteur, une autre question. Le pouvoir accuse l'Église de s'ingérer dans les affaires politiques de l'État. Ça, vous avez déjà répondu à cette question au début de l'émission. Parlons spécialement de la mission évangélique de l'Église. Je pense que vous avez déjà visé cette question. Mais j'aimerais que nous puissions également aborder la question de la position de l'Église sur la situation politique actuelle. Quelle est la position de l'Église? L'Église reste dans sa position, je dirais même naturelle. La position de l'Église, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'unité nationale. Et par conséquent, le bien-être de tous et de chacun. La situation politique actuelle, il faut la lire avec 3 éléments d'analyse. Sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et sur le plan social. D'accord. On n'a jamais atteint ces niveaux. Peut-être que les gens font la confusion. On va dire oui, mais depuis tout le temps, il y a toujours eu guerre à l'Est. Mais on n'a jamais eu des rapports diplomatiques tendus au niveau de la sous-région. On n'a jamais eu des rapports diplomatiques complexes au niveau du Conseil de sécurité. Nous qui avons la grâce parfois de porter la voix du pays par l'Église à certaines instances internationales, du département d'État ou au niveau des Nations Unies, on sait ce qu'on dit. Le pays n'a jamais atteint ces niveaux. Le seul moment où le pays n'a jamais atteint ce niveau. Ces niveaux. Dans quelle matière? Ce que je suis en train de dire, par exemple sur le plan sécuritaire. Jamais. Jamais. Parce que le seul moment où nous avons été dans cette situation, c'est lorsque le président Mzee Kabila, en contradiction avec ses anciens camarades et ses anciens alliés. Et vous avez vu ce que nous avons subi. Voyez-vous, on a eu des rébellions partout. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé trahi par ses alliés, soutenu par les autres, mais au niveau de la politique internationale, nous nous sommes vus isolés et ça facilitait l'infiltration jusqu'à perdre la vie de ces grands hommes. Et le pays n'a plus besoin de ça. Pour résoudre ces problèmes, nous sommes allés à Santiti. C'est ça qu'on a appelé dialogue intercongolais, qui a découlé sur un pacte républicain duquel découle également la constitution actuelle. C'est pour dire plus jamais les armes pour arriver au pouvoir. Faut-il négocier avec les M23 comme il le demande tant? Je pense qu'on simplifie les choses lorsqu'on prend juste M23 comme problème.
Le problème est plus vaste que les M23. J'ai parlé ici, peut-être en un langage diplomatique, quand j'ai dit la tension dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, vous parlez des M23, mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que c'est l'EAC qui, en fait les forces de l'EAC qui fait les zones tampons, où est supposé être les M23. Ma question, est-ce que le but des forces de l'EAC était de constituer les zones tampons entre les FARDC et les M23 pour empêcher justement les hostilités ou la guerre? Parce que s'il faut que l'armée attaque, elle attaquerait qui? Les M23 ou les forces de l'EAC? Donc on nous bloque, on ne sait même pas avancer. Il n'y a aucun espoir sur l'option militaire du moment où les forces sous-régionales de l'EAC fait l'écran entre les forces armées régulières déterminées à mener cette guerre jusqu'à la fin et les M23 qui trouvent parapluie derrière les forces de l'EAC, qui gèrent administrativement et politiquement les régions. Aujourd'hui, on a l'impression de ne plus parler de Bunagana. On dirait que c'est une zone hors contrôle de l'État congolais. Ce qui est le cas. Voyez-vous, nous continuons à crier M23, mais j'ai dit qui gère administrativement, qui prélève l'impôt, qui sécurise ces zones-là. C'est ça le grand problème. En même temps, le gouvernement sollicite l'appui de la SADC. C'est encore une organisation sous-régionale, un peu opposée. Voilà pourquoi il est difficile, je ne crois pas un seul mot, que la SADC déploierait une force. Parce que déployer la force de la SADC signifie combattre les forces régionales de l'EAC. C'est ça la complexité de cette question. Les EAC, pas moins de cohabitation entre l'EAC et la SADC. C'est soit de l'un, soit l'autre. La question, c'est pour quelle fin? Pour pacifier ou pour attaquer? Au début, les Congos voulaient à ce que l'EAC vienne comme une force offensive et non pacifique. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Le gouvernement a été déçu. Vous avez suivi le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères. On recourt à la SADC pour la même option. Mais quand je suis les dernières conclusions de Luanda, où on est en train de cotiser 2 millions d'euros pour soutenir les efforts de l'EAC, je ne sais pas vraiment si on peut attendre une option militaire. Voilà pourquoi il nous faut prendre de la hauteur. Il faut faire quoi? La hauteur, c'est qu'il faut d'abord trouver une convenance interne. On ne peut pas affronter un tel défi à des complexes multiples ou pluridimensionnels sans constituer un leadership national solide et légitime. Si j'étais le conseiller du chef de l'État, c'est ça le conseil que je donnerais. Et c'est ce que l'Église demande. L'Église demande à ce que nous puissions régler cette question froidement. Plusieurs fois, l'Église avait appelé les gouvernements d'abord à reconsidérer certaines positions prises au niveau interne, à privilégier une discussion à l'interne et dégager un leadership national solide sur cette question, détaché de toutes nos contradictions politiciennes, nos affaires internes, on laisse de côté. Ici, c'est une question existentielle de l'État congolais. Donc, il n'y a que le chef de l'État qui peut donner le ton à une telle initiative. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce qu'on en dira. Violation des droits de l'homme, privation des libertés, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, prévient le président Tshisekedi. Votre réaction, pasteur? Ma réaction, c'est que c'est d'abord une communication du chef de l'État. Dans un contexte précis, il a été invité pour le jubilé d'un évêque, donc c'est-à-dire il est dans la sphère de l'Église. Oui. Il en a profité pour faire passer le message selon son jugement. J'ai suivi la suite, qu'il n'a pas apprécié la prise de position ou l'orientation de l'Église sœur, qui est l'Église catholique. Il y a le pour et le contre. Le pour, c'est quand les chefs de l'État veut jouer son rôle de régulateur d'équilibre du système politique congolais, c'est-à-dire les garants, comme on le dit dans les termes constitutionnels. Il veut ici rappeler son rôle d'arbitrage au sein de l'État. Il est le chef de l'État pour cela. Mais en même temps, je crois qu'il y a eu... peut-être que les narratifs est allé plus loin lorsqu'on touche sur des questions de droits de l'homme. Parce qu'en fait, les questions des droits de l'homme sont des questions garanties universellement par des instruments juridiques. Personne ne peut s'en soustraire, y compris le chef de l'État lui-même.
Parce que sur ces questions, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous apprenez des poursuites judiciaires au plus haut niveau, même s'agissant des dirigeants politiques. Quand ils tombent sous les coups, par exemple, des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, aujourd'hui, même la guerre est régentée sur le plan juridique. On parle même du droit de guerre. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser même en temps de guerre. Sinon, vous tombez sous les coups des crimes de guerre. Donc, c'est pour dire que des questions de droits de l'homme, non seulement au niveau de l'arsenal juridique universel, mais aussi au niveau de la constitution du pays, ce qui donne le substrat à notre constitution comme état des droits, ce sont les garanties que donne la constitution sur le droit et libertés fondamentaux des citoyens. Je voulais dire que le chef de l'État est allé très loin en disant cela par rapport aux droits de l'homme. Oui, justement parce que le chef de l'État est une institution, mais qui n'a pas compétence de poursuivre ou de s'attaquer. C'est ça la nuance. Si quelqu'un enfreint la loi, si quelqu'un menace la sûreté de l'État, il reviendra à la justice de faire ses travail. Ce n'est pas au chef de l'État parce qu'il n'est pas l'instance de poursuite. Mais en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. La garantie, c'est l'équilibre qu'on doit maintenir dans le fonctionnement du système. La garantie, ce n'est pas la compétence de poursuite. La poursuite est une compétence dévolue à l'appareil judiciaire, les cas échéants, au Parlement, s'il s'agit d'un contrôle. Mais pour parler de celui qui enfreint la loi, nous avons une justice qui est respectueuse du principe de séparation des pouvoirs. Je crois que les grands auteurs tels que Montesquieu ont écrit les pouvoirs doivent contrôler les pouvoirs. Si les pouvoirs ne contrôlent plus les pouvoirs, nous tombons dans l'absolutisme. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la somme nulle. Il ne faut pas que le chef de l'État n'écrit pas la loi, mais il fait respecter la loi. Donc, faire respecter la loi... Ce discours-là, vous ne le concevez pas? Non, je crois que c'est peut-être... Moi, je situe cette question au niveau de la communication. Vous savez, dans la communication, il y a toujours ce que l'on pense et ce que l'on dit. Il peut y avoir peut-être un écart entre ce qu'il pensait et la manière dont il a communiqué. Je n'ai pas voulu trop m'attarder sur ça et l'Église ne s'est pas prononcée là-dessus. Bon, ça peut arriver, même les grands dirigeants peuvent agir. Je crois qu'il faut arrondir les angles. Si c'était dit dans le sens où le chef de l'État voudrait se substituer à un instrument ou à une institution de poursuite, là, ce serait une erreur à très vite corriger. Même si quelqu'un violait la loi, il n'appartient pas au chef de l'État, il n'est pas une instance de poursuite. Mais si c'est dit dans le sens de prévaloir ou de faire respecter les valeurs fondamentales, n'est-ce pas, de ce qu'il appelle sûreté de l'État, c'est important. Mais il faut aussi aller dire, il en va sans dire que la sûreté de l'État, aujourd'hui, questionne les méthodes utilisées dans certaines poursuites vis-à-vis des acteurs. Aujourd'hui, il y a quand même restriction des libertés de parole et d'action. Il y a quand même une restriction, pasteur. Mais il y a restriction. Pas plus longtemps qu'il y a des jours, j'ai appris que vos confrères journalistes ont été interceptés par des MIAP parce qu'ils seraient allés couvrir, je crois, un événement, un conflit parcellaire. Vous voyez, ça, c'est des dérapages. Si dans ces pays, on commence à voir la DEMIAP partout, dans les actions de poursuite, et elle saisit, ça déjà... On a vu aussi les perquisitions. Les perquisitions sans avocat. C'est pourquoi j'ai dit... Il y a violation des... c'est pourquoi j'ai dit il faut bien clarifier les concepts. Préserver la sûreté de l'État ne doit pas se confondre à l'irrationalité des procédures judiciaires. Parce que si on veut garantir la sûreté de l'État, cela ne nous donne pas droit de piétiner sur les valeurs constitutionnelles et légales qui organisent la politique ou l'administration de la justice. Pourquoi le président, je vais poser cette question, je suis en train de chuter rapidement, pasteur. Il dit encore, je cite, je n'accepterai jamais une dérive qui s'est dessinée au sein de l'Église catholique. On va peut-être généraliser pour dire même vous, l'Église protestante, vous aussi, vous avez presque le même discours avec l'Église catholique. Bon, sur ce que là, le président n'a pas parlé de l'ECC. Je ne sais pas sous quel angle il a vu les dérives, mais je crois que les collègues porte-parole de l'Église catholique a suffisamment communiqué là-dessus. Oui. Moi, je ne me laisserai pas à défendre l'Église catholique parce que son porte-parole est en train de faire son travail. Je crois qu'il a beaucoup communiqué. Mais jusque-là, on n'a pas reproché à l'Église protestante
d'une quelconque dérive, je crois que nous les faisons en toute élégance, dans le respect des lois, des règles. Même dans notre communication, nous essayons de rester à la fois spirituels et rationnels. Et vous voyez que j'ai fait tout le temps recours aux dispositions, soit constitutionnelles, soit légales, ou de l'arsenal juridique international. C'est pour dire que c'est un discours impersonnel, qui ne vise personne, mais qui ne compte que reconstruire notre État, sans pour dire que notre pays doit être un État pensé. Pourquoi est-ce que les prises de position de l'Église protestante et de l'Église catholique sont toujours, convergent toujours avec les discours des opposants? Dans un système politique, il faut toujours faire cette différence. Il y a une différence entre un système politique et un régime politique. Le régime politique, c'est défini par ceux qui tiennent la direction ou la gouvernance. Ceux qui sont sur le place actuellement, on parlerait des régimes Tshisekedi. Mais le système politique est englobant. Dans un système politique, on trouve et les régimes politiques et les institutions politiques, étatiques et les institutions sociales. Nous sommes une institution ecclésiastique. Ça, c'est un. Des deux, les acteurs du jeu politique. Parmi les acteurs du jeu politique, en droit constitutionnel congolais, ce sont les partis politiques. Et là, nous trouvons la majorité et l'opposition. Mais quel est le rôle de la société civile? C'est le groupe de pression. La société civile est la voix de la population. C'est-à-dire, quand il y a la bataille entre politiques pour des questions de conquête du pouvoir ou que sais-je encore, le rôle de la société civile est de rappeler les valeurs cruciales que nous partageons en commun. La démocratie, les droits de l'homme, la justice équitable, la justice distributive. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que par moment, vous n'êtes pas au milieu du village. J'arrive. Lorsqu'il y a un fait, par exemple, c'est le régime politique en place qui tient l'administration de la politique publique, pose un acte, par exemple, comme le cas échéant, nous parlons du processus électoral. Lorsque les institutions politiques, notamment les parlements, prennent une loi qui semble ne pas rencontrer l'assentiment de la population, il est tout à fait normal que les revendications de la société civile coïncident avec celles de l'opposition, parce qu'il s'agit des revendications qui tournent autour d'un principe. Donc, c'est des coïncidences. Vous pouvez avoir l'impression que la société civile ou les églises jouent avec l'opposition. Non. Notre rôle là, c'est des coïncidences, des simples C'est coïncidences. comme ça que vous constaterez quelque chose. La société civile, je parle des églises, l'église reste constante dans son discours. C'est plutôt au niveau des régimes politiques où les acteurs changent. Ce qui réclament aujourd'hui, hier était dans l'opposition, ils trouvaient appui à ces discours. Et là, on disait que l'église était avec l'opposition. Ce qui change, ce n'est pas les discours de l'église, mais ce sont les animateurs qui gèrent, n'est-ce pas, l'action politique du pays ou la res publica, qui se trouvent s'échanger des rôles. Ceux qui étaient hier opposants, quand ils arrivent sur le siège du pouvoir, ils veulent se mettre les carcans de la protection du pouvoir. C'est normal, c'est du jeu politique. C'est pourquoi on fait la politique, pas pour perdre les pouvoirs, pour les conserver. Et quand ils sont dans la démarche de conserver, ce n'est que des bonnes guerres, qu'ils appliquent ces théories, qu'ils se défendent. Et nous aussi, c'est des bonnes lois que nous restions dans notre mission. Ça peut décevoir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça l'a été hier, ça le sera demain, ça ne changera jamais. Tant que la politique serait l'art de conquérir le pouvoir et de les conserver aussi longtemps possible, entre les politiques et nous, il y aura toujours des points de divergence. Pasteur, on va finir avec cette question. Vous vous souvenez de cette homélie du pasteur David Ekofo, qui aujourd'hui n'est pas au Congo, qui avait en tout cas dressé un tableau sombre du pouvoir du président Kabila à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui l'ECC peut-il ou peut-elle tenir le même discours? Elle les tient toujours. Je vous rappelle que quand le pasteur David Ekofo, le professeur, a parlé, c'était sous le mandat de l'actuel président, révérend docteur André Bokundora. Vous comprenez? C'était sous son autorité. Et le même discours n'a jamais changé. C'est un exemple, d'ailleurs, concret que vous donnez pour affirmer ce que je suis en train de dire. Donc, quand l'Église a tenu ses discours, ce n'était pas le président Tshisekedi. Tout le monde a acclamé. Tout le monde cherche le pasteur Ekofo. Mais c'était le même discours. C'est ça la mission prophétique. Et c'est le même discours que l'Église tient jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire, aujourd'hui, ce tableau-là a changé? Ça n'a rien à voir avec la personne du porte-parole ou du président. On peut changer de président. On peut combattre le président actuel. On peut vouloir son départ. Ce n'est pas ce qui va changer la doctrine et la pensée sociale de l'Église. La force des églises, telles que l'Église du Christ au Congo, c'est qu'elles reposent sur une doctrine.
Et s'il y a déviation, l'Église en son sein a des mécanismes internes pour corriger les choses. Donc aujourd'hui, il y a déviation. Non, j'ai dit s'il y a déviation. Ah, d'accord. Donc, il n'appartiendra même pas à l'État d'interpeller l'Église ou de lui dire ce qu'elle doit dire, parce que ce que l'Église dit est construit sur un discours reposant sur des valeurs cardinales. Merci beaucoup, Révérend Éric Senga. Vous êtes porte-parole de l'Église de Christ au Congo. Merci d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous remercier. Merci à tous les téléspectateurs, les auditeurs qui vont suivre par la radio ou par le média. Et merci à votre chaîne qui fait notre fierté. Merci beaucoup, Révérend. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Retrouvez-le sur Congo Buzz. Toutes les plateformes digitales sont là pour donc vous servir. Portez-vous bien et à la prochaine.